Merci, merci de vous installer. Merci. Alors c'est vrai que cette finance durable et cette transition durable, on l'a déjà dit, elles affrontent actuellement justement des turbulences, hein, donc turbulences internationales avec le retrait des États-Unis des accords de Paris, turbulences européennes évidemment, donc avec la directive Omnibus, le coup de frein mis à l'ESG, turbulences françaises, on ne reparle pas de la dissolution, mais ça a quand même rebattu le débat sur les questions budgétaires. Maintenant, l'économie de guerre aussi qui devient une nouvelle préoccupation dans ce contexte. Donc il faut garder le cap, c'est important sur cette transition écologique en prouvant justement sa compétitivité. C'est le sujet de cette première plénière. Alors sachez justement qu'il y a un QR code. Vous allez pouvoir l'utiliser pour poser vos questions qui seront traitées à la fin de chaque table ronde. Et puis également, pour rappel, vous avez également sur la web app, sur le site, la web app qui s'appelle Imagina, où vous avez accès au programme de la journée, au module des questions-réponses pour les différentes sessions. Donc. Et toutes ces sessions seront d'ailleurs, je vous le signale, disponibles en replay dans les jours à venir. Alors, je vais maintenant présenter les intervenants de ma table ronde. Avec moi, bien sûr, à côté de moi, Laurence Pessez. Vous êtes Chief Sustainability Officer chez BNP Paribas. À côté de vous, Jean-Pierre Clamadieu, président du conseil d'administration d'Engie. Également, donc, nous fait la chance d'être là, Natacha Valla. Vous êtes économiste, doyenne de l'école de management et d'innovation de Sciences Po. Et nous avons également le plaisir d'accueillir Diego Pavia, Chief Executive Officer, Inno Energy, un accélérateur de start-up industriels comme Vercor ou Gravity. Vous allez avoir l'occasion de nous en parler. Alors, on va démarrer avec vous, Jean-Pierre Clamadieu, pour cette première question, pour parler finalement de cette sortie justement des États-Unis des accords de Paris, cette remise en question des stratégies ESG. Tout ça change évidemment la donne. Quelle est votre réaction par rapport à ce nouveau contexte? Est-ce que vous avez le sentiment finalement qu'on repousse en quelque sorte les exigences de cette transition écologique? Alors, le contexte, il est complexe et je me retournais pour regarder la petite tagline qu'on a proposée pour cette journée autour du fait d'avoir une stratégie de long terme. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui est plein d'incertitudes sur ce sujet. Franchement, ma réponse courte à votre question, je vais la développer un peu. Pour ce qui est d'Engie, c'est gardons le cap. Et ça nous paraît vraiment très important. C'est ce que nous a dit le ministre d'ailleurs. Oui, absolument. Alors pour le coup, c'est vraiment la stratégie de l'entreprise. Je vais y revenir. Aujourd'hui, aux États-Unis, on a une situation qui est particulièrement peu claire, s'agissant bien sûr de la transition énergétique, mais plus concrètement du mix énergétique que vit ce pays. La nouvelle administration a pris sur quelques sujets des positions très claires, plus d'éolien en mer. Même si on a quelquefois un petit peu de mal à comprendre ce que sont les fondements de cette décision. Plus d'éolien terrestre, mais c'est plus compliqué que ça, parce qu'autant l'éolien en mer se développe sur la base de permis fédéraux, sur l'éolien terrestre, là on est souvent sur soit des terrains privés, soit des terrains appartenant aux États. Donc là, je vais dire, on ne sait pas trop. Photovoltaïque, on continue, mais en même temps la situation des droits de douane fait qu'on a beaucoup d'incertitudes sur la manière dans lesquelles ces projets vont se développer. Et dans le même temps, les besoins énergétiques du pays augmentent de manière très importante, liés en particulier au développement de l'intelligence artificielle. Bref, on ne sait pas comment va se boucler cette équation et on aimerait dire, on espère que la fumée va se dissiper, mais on ne sait pas à quelle échéance. Dans ce contexte, un groupe comme Engie garde le cap. Nous sommes engagés de manière déterminée depuis 4 ou 5 ans dans à la fois l'électrification du groupe. Aujourd'hui, Engie, on pense quelquefois au gaz. On a raison quand on pense aux infrastructures gazières que nous gérons, mais on a tort quand on pense à notre production. Le groupe a presque 100 gigawatts de capacité de production électrique aujourd'hui, donc alors pas beaucoup en France et beaucoup hors de France, c'est pour ça qu'on le voit peut-être un petit peu moins ici, mais nous sommes engagés fortement dans l'électrification et le verdissement de notre mix de production énergétique, et on continue. Nous avons présenté il y a 3 ans une stratégie de décarbonation que nous avions partagée avec nos actionnaires dans notre Assemblée Générale. On s'était donné, c'est un petit peu le hasard, mais un rendez-vous 3 ans plus tard, donc c'est cette année, pour présenter une mise à jour de cette stratégie, et on va le faire dans notre Assemblée Générale à la fin du mois d'avril. Et le message, c'est nous gardons nos objectifs de moyen terme, neutralité carbone 2045, et sur le court moyen terme, 2030, nous accélérons.
Et nous accélérons parce que nous pensons que c'est bon pour la planète, mais nous accélérons parce que ça correspond bien à la demande de nos clients dans les différentes géographies dans lesquelles on intervient, qui veulent avoir accès à des électrons verts compétitifs. Et c'est sur ces électrons verts compétitifs que le groupe investit fortement. Et donc, dans un environnement qui est particulièrement instable, nous gardons le cap avec beaucoup de détermination. Natacha Valla, donc il faut garder le cap, mais en même temps, est-ce que c'est pas le moment justement de prouver peut-être encore plus qu'avant, le ministre l'a dit aussi, que cette transition écologique, elle doit être absolument compétitive? Alors oui, c'est une question très particulière dans le contexte européen, puisqu'on sait qu'en Europe, on a un problème de productivité, on y reviendra en termes relatifs, notamment par rapport aux États-Unis. Donc le contexte actuel nous met en face de nos responsabilités par rapport à ces problèmes de compétitivité. Mais je voudrais revenir sur les conditions actuelles qui différencient l'environnement de ce qu'il pouvait être il y a 6 mois. Oui, ce contexte très différent de nos rencontres d'il y a un an ici même. Voilà, on ne peut plus parler de compétitivité et de productivité de la même manière aujourd'hui que ce qu'on faisait il y a quelques mois de ça. Je pense que la première condition quand même, c'est de protéger les conditions de faisabilité de nos ambitions. Ce que montre la situation avec les États-Unis aujourd'hui, c'est qu'on a peut-être trop peu, de façon générale, globale, et c'est un propos un peu peut-être hors sol, mais on s'est trop peu préoccupé de la santé des démocraties, de la qualité des opinions publiques, de la qualité, c'est-à-dire des compétences, de capacité d'esprit critique de façon générale. Et ça nous porte dans un environnement où on a envie d'avoir de l'ambition, on a besoin d'avoir de l'ambition environnementale, mais on a aussi besoin d'avoir de l'ambition sur la dimension sociétale. Et Yves Perrier l'a rappelé dans son propos introductif, c'est l'environnement, mais c'est aussi le S de l'ESG ou le sociétal de tout ce qui nous fait. Les économistes connaissent très bien cette problématique, c'est la problématique du rôle des institutions pour la croissance, in fine, puisque c'est ce qui les intéresse le plus souvent. Mais il y a un économiste qui s'appelle Daron Acemoglu, qui a eu le prix Nobel pour ça, pour d'autres choses aussi, mais pour ses travaux, qui explique pourquoi la solidité des institutions, du rule of law, permettait d'avoir non seulement une croissance pérenne, mais une croissance solide, et donc une condition à remplir pour nous permettre d'avoir, nous, aujourd'hui, cette ambition environnementale. Donc je pense qu'il ne faut pas oublier ça, parce qu'on voit ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui, on voit la fragilité de nos démocraties en Europe également. On a beaucoup de points de force, mais aussi des points d'attention à avoir aujourd'hui. Le deuxième point que j'ajouterais, et qui est spécifique au contexte actuel, il faut le prendre en compte au premier plan, c'est la ventilation des dépenses publiques. On n'avait déjà pas beaucoup de place. Alors maintenant, on en a un petit peu plus grâce à l'Allemagne. On sait qu'il va y avoir plus d'argent sur la table, mais il n'est pas fléché exactement sur l'environnement. En tout cas, il est plus fléché sur la défense que sur l'environnement. Et donc, il va falloir savoir comment politiquement, collectivement et politiquement, on reviendra sur les questions européennes après, mais on arrive à faire en sorte que ce déblocage de fonds publics qui s'annonce avec le gouvernement Merz ne se fasse pas au détriment des ambitions écologiques et environnementales, dans un esprit de réflexion qui associe le public et le privé. Effectivement, et je finirai peut-être sur ce point, la rentabilité des investissements, il y a eu le rapport Mahfouz-Pisani-Ferry qui était assez brillant sur la question, mais Draghi est revenu aussi là-dessus. On ne peut pas assurer la même rentabilité que celle qui régnait sur l'imaginaire collectif des investisseurs. Alors, les circonstances seront peut-être un petit peu plus favorables pour l'Europe aujourd'hui, peut-être pour attirer les flux d'investissement qui ont moins d'appétence pour les États-Unis. J'en reviens au rule of law et à l'effet de retour positif que ça peut générer. Mais soyons attentifs à ces deux dimensions qui sont vraiment des paramètres nouveaux dans le contexte actuel. Alors Laurence Pessez, si on revient justement, si on continue sur ce contexte, en Europe aussi, on s'est aperçu peut-être que on était allé un peu vite. On voit aujourd'hui, il y a la directive Omnibus qui allège les contraintes des entreprises, également sur la CSRD, donc pour les plus petites entreprises, on est revenu sur certaines mesures en disant qu'il ne faut peut-être pas non plus finalement les contraindre trop vite. Il faut quand même, malgré tout cela, garder ce leadership européen, continuer, comme nous le disait Jean-Pierre Camadieu, à garder le cap. Oui, tout à fait. Je pense que de toute façon, pour l'Europe, c'est absolument pas une option. Il n'y a pas de choix possible. C'est un impératif.
comme ça a déjà été dit, c'est un enjeu de souveraineté économique, c'est un enjeu de compétitivité, d'indépendance, et on voit justement dans le contexte actuel combien c'est critique. Donc il n'est absolument pas question de retour en arrière là-dessus. D'ailleurs, quand on parle de compétitivité, le rapport Draghi mentionnait bien qu'un des enjeux, une des causes de la baisse de compétitivité de l'Europe par rapport aux États-Unis et à la Chine, c'est le coût de l'énergie. Et on voit que certaines industries lourdes en Allemagne se délocalisent aux États-Unis pour avoir accès à une énergie moins chère. Donc vraiment se développer massivement sur les énergies renouvelables et le nucléaire, c'est un impératif absolu. Alors maintenant, CSRD, Omnibus, je pense qu'on parle de choses différentes. C'est une réglementation qui concerne le reporting, donc qui concerne la mesure des progrès, qui concerne la transparence et qui rend possible la comparabilité entre les entreprises. Donc c'est quelque chose de tout à fait positif, qui doit évidemment pas se transformer dans un exercice trop chronophage pour les entreprises. Pas trop contraignant, quoi, non plus. Voilà, ce qui serait disproportionné, mais c'est en aucun cas le driver de la stratégie des entreprises. Qu'est-ce qui drive la stratégie des entreprises en Europe? C'est le Green Deal, c'est les politiques industrielles. Et si les chefs d'entreprise aujourd'hui, nos clients, ont besoin de quelque chose, c'est un maximum de visibilité sur ces politiques industrielles, de stabilité dans le temps, pour pouvoir allouer leurs investissements en connaissance de cause. Alors Diego Pavia, pour continuer justement sur cette idée donc de l'état des lieux finalement, de ce contexte qui a fortement changé, vous dites que finalement il faut absolument aller justement vers l'électrification de l'économie, il faut absolument aller encore plus vers le nucléaire. Vous aimez à rappeler d'ailleurs que les Européens travaillent jusqu'au 26 février pour payer leurs factures de gaz, donc il faut absolument aller vers cette électrification. Expliquez-nous. Oui, bonjour. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Innoénergie, nous sommes des investisseurs dans les clean tech industriels depuis 2010. Et nous avons en France des objets comme Verkor, Gravity, Holosolis, Fertigui, donc des gros trucs à environ 6,5 milliards en France. Donc, sur ces deux questions, est-ce que les fondamentaux restent? Et notre réponse est absolument oui. L'électrification de l'économie fait sens sur 3 dimensions. Point numéro 1, ça fait sens économique. Et comme vous dites, en tant qu'Européens, on doit travailler chaque année jusqu'au 26 février pour payer les importations de pétrole, de gaz et de charbon. Donc on travaille 2 mois par an sur notre déficit énergétique. Donc ça fait sens d'électrifier les usages parce que ces 2 mois, peut-être 6 semaines et 8 semaines, on peut les garder comme PIB. Ça fait sens environnemental et ça fait sens du point de vue sécurité. En Europe, nous sommes dépendants 60% de l'import énergétique. Donc sur 100, n'importe quelle mesure énergétique, 60 sont importés. Donc électrifier la production, ça fait aussi tout à fait sens. Donc les fondamentaux restent. Sur le nucléaire, je suis pour l'électrification, je suis absolument agnostique du point de vue quelle technologie. 2 chiffres, je suis une personne de chiffres. En Europe, nous consommons par an 13 000 TWh, toute énergie confondue, 13 000. Des 13 000, aujourd'hui, 3 000 sont électriques et 10 000 sont non électriques. Si on veut électrifier les usages, on doit électrifier environ 7 000 de plus, parce qu'il y a quelques usages qui ne sont pas électrifiables. Une tranche EPR, c'est 10 TWh. On a besoin de 7 000. Donc le nucléaire est dans le mix, mais il y a beaucoup plus que le nucléaire dans le mix pour faire 7 000 TWh. Alors, si on continue sur justement ce sujet donc de l'énergie, Jean-Pierre Camadieu, je voudrais vous demander, vous venez de publier la 2e édition des scénarios Engie sur la décarbonation en Europe. Quelle est votre vision, vous, chez Engie, justement, en ce qui concerne cette transition énergétique? Effectivement, tous les ans, en décembre, on publie des scénarios dans lesquels on exprime notre vision de la façon dont la transition énergétique se met en œuvre en Europe. On l'a fait en décembre dernier, plutôt optimiste sur l'objectif 2030, le Fit for 55.
On pense qu'on est sur la trajectoire qui devrait nous permettre d'y être, ou presque. Alors je sais que le ou presque peut soulever des interrogations. Moi je vous rappelle que l'an dernier, la moitié, 50% de l'électricité produite, je ne parle pas de capacité installée, mais de l'électricité produite en Europe l'a été par des sources renouvelables, solaire, éolien, hydraulique et un petit peu de biogaz. Quand on prolonge cette tendance, on arrive à peu près aux 55% qu'on s'est fixé comme objectif. Ça, c'est la bonne nouvelle. En revanche, quand on regarde l'objectif neutralité de carbone 2050, on n'y est pas. Et on n'y est pas parce que là, on a pris un retard très important dans certaines briques technologiques qui sont essentielles pour cet objectif. C'est pour beaucoup la chaleur et les gaz verts. Alors je m'explique, la chaleur, c'est dont on a besoin en tant que particulier pour chauffer nos logements, mais c'est aussi ce dont les industriels ont besoin pour faire fonctionner leur processus. Et ce sont des usages qui s'électrifient difficilement. On parlait tout à l'heure de l'importance de l'électrification. Et donc pour apporter des solutions, il faut du biogaz, où il faut de l'hydrogène et peut-être demain d'autres types de technologies. On voit même certaines applications de petits réacteurs nucléaires qui pourraient permettre de produire de la chaleur. On a pris beaucoup de retard sur ces sujets. Le développement de l'hydrogène en Europe est quasiment arrêté aujourd'hui pour une combinaison de réglementations bien trop complexes pour permettre le développement de projets, l'absence de systèmes de soutien, quelques difficultés aussi de fiabilisation des technologies, je pense en particulier à l'électrolyse. Bref, point d'alerte pour l'horizon 2050. En revanche, sur le court moyen terme, la direction est bonne et nous avons besoin de continuer à investir dans les infrastructures électriques. Le ministre l'a rappelé tout à l'heure en parlant des investissements de RTE et d'Enedis, mais à l'échelle européenne, c'est absolument évident. Et nous avons besoin de mobiliser tous les moyens de production d'électricité décarbonée. Et quand je dis tout, c'est que j'insiste, c'est qu'on a un débat, là aussi le ministre y a fait allusion en parlant de la PPE, on a un débat en France dans lequel on cherche à opposer nucléaire, renouvelable. Vous l'avez très bien dit, on a besoin des deux. Dès lors qu'on regarde la carte européenne, le nucléaire est une solution, alors une solution parmi beaucoup d'autres, et ne permettra pas d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Il faut donc qu'on mobilise le nucléaire, les renouvelables sous diverses formes, et à nouveau qu'on accélère sur les gaz décarbonés, à défaut de quoi l'objectif de 2050 est en risque aujourd'hui en Europe. Alors Laurence Pessez, le problème de cette transition écologique, c'est malheureusement qu'on ne voit pas son retour sur investissement à court terme. Alors, notre table ronde, c'est bien ça, c'est conseiller développement économique et transition écologique. Donc comment faire justement ? Je crois qu'il faut nuancer. Il y a quand même certains objets, en tout cas que nous finançons, qui sont rentables dès maintenant ou qui le sont à court terme. Par exemple, les énergies renouvelables, dans un grand nombre de marchés, sont d'ores et déjà rentables. L'efficacité énergétique dans l'industrie, le retour sur investissement est assez court, entre 2 et 5 ans. Si on se place du point de vue des particuliers, le véhicule électrique va devenir très rapidement rentable par rapport au véhicule thermique en coût total d'usage. Il y a également l'autoproduction d'électricité qui est rentable à court terme. Donc je pense qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain et dire tout ça c'est très très long terme. Enfin, les véhicules électriques, ça met quand même du temps. Oui, mais il y a une accélération très forte qui fait que là on va y arriver. Il y a quand même une mise sur le marché d'un grand nombre de véhicules d'entrée de gamme à des prix tout à fait compétitifs. Donc c'est encore cher. Ça s'accélère. Moi, je préfère voir le côté positif. Donc tout ça est quand même, je pense, à nuancer. Après, il y a aussi un retour sur investissement qui ne se comptabilise pas au niveau de l'individu ou de l'entreprise, et qui est macroéconomique. Donc la baisse des émissions de CO2, la baisse des coûts de santé publique, la souveraineté énergétique, on en a déjà parlé. Mais je pense que de toute façon, nous, pour une banque, notre cœur de métier, c'est bien entendu de financer des objets verts et tous ces outils de la transition, mais c'est aussi et surtout d'accompagner les entreprises dans leur transition, donc de financer les plans de transition, de financer les CAPEX. Donc ça reste notre cœur de métier. Et quant au dilemme court terme, long terme, je pense que nous, BNP Paribas, nous l'avons partiellement tranché en décidant de beaucoup moins financer l'exploration et la production de nouvelles capacités de pétrole et de gaz, et ce pour 2 raisons.
D'une part parce que nous écoutons la science, d'autre part parce qu'à terme, des entreprises qui se concentrent sur cette partie de la chaîne de valeur sont des mauvais risques. Donc c'est un enjeu économique. Et surtout pour pouvoir libérer de la ressource, libérer du capital, pour pouvoir financer proactivement toutes ces énergies bas carbone dont nous avons cruellement besoin. Et ce, bien sûr, dans les critères de risque et de rentabilité de la banque. Donc c'est pas du tout un trade-off, on va financer des choses où on va perdre de l'argent, pas du tout. De votre côté, alors Jean-Pierre Camadieu, comment est-ce que vous allez faire justement pour faire face au coût de cette transition? Est-ce que ça va vous obliger peut-être de réorienter parfois votre politique d'investissement, peut-être dans certains pays au détriment d'autres? Quelle est votre stratégie? Alors, en fait, c'est plutôt les incertitudes que nous avons ici qui nous obligent à aller chercher d'autres opportunités d'investissement. Le groupe investit massivement, je le disais, dans le renouvelable. On a investi à peu près 8 milliards d'euros chaque année en CAPEX de croissance et 80% c'est du renouvelable et du stockage. Les États-Unis étaient un lieu d'investissement important. On y faisait à peu près le quart de nos investissements en renouvelable. On était ces dernières années dans les 4 ou 5 premiers développeurs de renouvelables. On va continuer bien sûr avec beaucoup d'attention à mettre en œuvre les projets qui ont été décidés. En revanche, je ne nous vois pas, dans le contexte du moment, prendre la décision de lancer de nouveaux projets du fait des incertitudes que j'évoquais. Ça nous amène donc à chercher d'autres opportunités et effectivement l'Inde ou le Golfe arabo-persique, en particulier les Émirats et l'Arabie saoudite, qui sont lancés dans des programmes très importants d'investissement dans le renouvelable, sont pour nous des cibles d'investissement qu'on a développées ces dernières années. Je pense que dans le délicat ajustement de nos CAPEX des prochaines années, ces pays présenteront un petit peu plus d'opportunités avec plus de visibilité. Le renouvelable, c'est des projets rentables, vous l'avez dit, à rentabilité, je vais dire, relativement faible, ce qui suppose d'être capable de maîtriser le risque. Et la difficulté que nous avons, c'est les incertitudes qui font que dans certains territoires, nous ne sommes pas prêts à investir, en tout cas nous le faisons avec beaucoup de prudence parce que tout d'un coup on voit le risque géopolitique apparaître avec force. Ce qui est un peu paradoxal, c'est que ce soit les États-Unis aujourd'hui dans lequel nous ayons cette perception. J'ajoute quand même, pour jeter une petite pierre dans notre propre jardin, que dans ces 8 milliards d'euros, on en investit relativement peu en France et on le regrette. On aimerait pouvoir investir plus, mais on se heurte, alors là, à d'autres types d'incertitudes qui sont plutôt liées aux autorisations, au permitting de nos projets sur notre territoire, dans lequel nous faisons face à une complexité et à des délais qui sont, je dois le dire, de nature effectivement à nous conduire à chercher d'autres sujets d'investissement. Et franchement, pour Engie en 2025, moi je suis assez confiant. Je suis assez confiant sur notre capacité à être bien en ligne avec les objectifs et les trajectoires qu'on s'est fixés pour ce qui est de la performance du groupe. En revanche, le point clé pour Catherine MacGregor et son équipe et pour le conseil d'administration, pour ce qui est des projets les plus importants, ça va être de faire les bons choix d'investissement. Et ça, c'est vraiment, et en particulier en termes de géographie, c'est vraiment ça qui aujourd'hui me préoccupe. Diego Pavia, je vous voyais réagir justement par rapport à ce que disait Jean-Pierre Camadieu, peut-être un mot de réaction, et puis continuer sur ce thème justement de l'énergie et finalement de ce thème de l'autonomie aussi, parce que le problème aussi, c'est que dans cette transition, on n'est pas totalement autonome, c'est-à-dire qu'on dépend par exemple énormément des Chinois, que ce soit en matière de savoir-faire pour les batteries, pour les panneaux solaires, pour les puces électroniques et j'en passe. Donc comment faire justement pour que l'Europe arrive à gagner davantage en autonomie ? Oui, aujourd'hui, l'Europe et le monde, nous sommes dépendants dans le PV, 95% des Chinois, dans les batteries, 90%, dans l'électrolyseur, peut-être 90%, sur les éoliennes, ça arrive. Donc la Chine, qui était avant le muscle du monde, maintenant c'est le cerveau et le muscle à la fois. Et pourquoi ils ont développé cette technologie? Parce qu'ils ont le même problème que nous. Ils n'ont pas de gaz, ils n'ont pas de pétrole. Ils viennent de découvrir au Gobi, mais ils ont vu que c'était une dépendance stratégiquement trop faible vis-à-vis de leur position dans le monde, comme le Japon d'ailleurs. Donc les fondamentaux en Chine, ce sont les mêmes que les nôtres. C'est pour ça qu'ils ont développé toute cette technologie. Donc dans cette avance de phase, ils ont peut-être 10 ans d'avance. La seule chose qu'on peut faire aujourd'hui, grâce à the craziness de M. Trump, c'est de leverage notre marché intérieur. C'est-à-dire, aujourd'hui, le marché américain est fermé pour eux.
En Chine, ils sont en surproduction sur une demande interne qui est faible, donc ils sont en train de pousser toute leur surproduction en Europe. Nous avons un seul outil, qui est le fameux NZIA, qui dit qu'en 2030, 40% de la fourniture de la demande européenne doit être domestique pour leverage cette condition. Et les Chinois aujourd'hui sont dispo à faire des JV avec nous Européens en Europe avec nos règles. Et j'ai 2 cas de figure chez nous dans les derniers 6 mois. Donc nous avons une fenêtre de tir de peut-être 3-4 ans où on peut devenir un peu, non pas fabless, mais fab heavy en Europe, avec des Chinois qui aujourd'hui nous ont déjà une avance énorme. Et si on veut que l'offre pour nous électrifier soit aussi européenne, il faut faire avec eux. En tant que non-français et non-allemand, lorsque je dis ces messages, ça fait mal, mais malheureusement, c'est la réalité. Il faut jouer avec eux, avec nos règles. Natacha Valla, vous êtes d'accord? Donc, quelles sont les solutions aujourd'hui que finalement l'Europe peut mettre en place justement pour, on va dire, assurer son autonomie donc, en matière de transition écologique? Je trouve que ce qui a été dit est très intéressant parce qu'on a des grandes entreprises françaises ou européennes qui ont des capacités d'investissement très fortes et qui nous disent aujourd'hui c'est un peu trop compliqué chez nous, on aimerait bien, mais on ne peut pas. Si on surajoute à ça la dimension purement financière, et vous aurez sans doute beaucoup plus de choses à dire que moi, mais quand on regarde l'orientation de l'épargne française et européenne, la balance des paiements européenne, on se rend compte qu'il y a une très forte capacité d'épargne qui ne s'investit pas en Europe et qui va s'investir, je simplifie, mais vous saurez... Beaucoup aux États-Unis. Aux États-Unis, sur de la dette souveraine, dont on se rend compte aujourd'hui qu'en plus ça devient un petit peu différent. Donc, quand on a un contexte géopolitique qui est suiveur de l'agenda imposé par les décisions un peu erratiques de la nouvelle administration, on suit sur les décisions commerciales, rétorsion par rétorsion, mais je pense qu'on pourrait prendre une longueur d'avance et se dire qu'il y a une autre dimension sur laquelle nous, on est en position de force très, très claire, c'est celle du financement de l'économie. Alors je ne dis pas qu'il faut interdire à Amundi d'aller investir dans les govies américains, mais peut-être qu'il faudrait avoir des mesures qui permettent aux grandes institutions financières, aux grands intermédiaires financiers, de venir financer en Europe non seulement la croissance européenne, mais la croissance dans une logique de transition. Et ça s'inscrit aussi dans une logique de déroulement non seulement d'une stratégie industrielle au niveau des États, mais de stratégie d'entreprise pour les grands groupes qui font ce secteur-là. Donc je pense qu'on a besoin de s'extraire un petit peu du rythme qui nous est imposé et dans lequel on a du mal à trouver la position stratégique et la position tactique, parce que c'est les deux à la fois, et prendre les grandes variables, les variables qui sont impactantes. Je parle de la finance privée et de la capacité d'épargne qu'on dégage collectivement, en France aussi comme les autres grands pays européens. Il y a la question de l'euro. Alors c'est une question qui dépasse la question environnementale, mais la Banque centrale européenne est investie sur ces sujets. On commentait tout à l'heure en introduction les résultats du NGFS, donc du réseau qui s'occupe, qui mobilise les banques centrales au niveau mondial pour évaluer le rôle de la finance sur l'impact environnemental. Donc, regardez, s'asseoir et regarder si, à tout bien prendre, l'euro, ce ne serait pas aussi un objet géopolitique. Le dollar l'est clairement depuis des décennies. On a refusé de faire de l'euro une monnaie alternative de réserve, une monnaie alternative au dollar, mais on se rend compte qu'aujourd'hui, on parle de l'Inde, on parle du Golfe, on parle du reste du monde, en dehors de l'Europe et des États-Unis. Si ce n'est pas le moment, sur une monnaie qui est déjà suffisamment solide, de se dire finalement, on lui fait porter un rôle qu'elle est en mesure de porter. Si on continue sur les réalisations qui ont pu être faites, Jean-Pierre Clamadieu, vous avez de beaux exemples aujourd'hui concrets de réussite, que ce soit dans le solaire, l'offshore, le stockage de batteries. Vous avez également lancé des obligations vertes. Ce qu'on voit, c'est que quand même, les actions, elles sont là et il y a beaucoup d'initiatives qui se multiplient en ce moment. Ah oui, alors on n'est pas du tout dans l'aspirationnel. Non, c'est une réalité concrète aujourd'hui. L'an dernier, nous avons connecté à peu près 5 gigawatts, 4 tranches nucléaires de capacité renouvelable. Le plus gros de nos projets était au Brésil pour 750 mégawatts de capacité solaire installée.
Nous investissons massivement dans les batteries. C'est une tendance récente. On s'est aperçu que dans beaucoup de systèmes électriques, le développement du solaire induit des variations de disponibilité d'énergie entre le milieu de journée et la fin de journée qui est un sujet pour les systèmes électriques. Le thème des prix négatifs d'électricité à l'heure du déjeuner est en train de se répandre dans un certain nombre de pays européens, pas d'ailleurs toujours les plus ensoleillés, je pense aux Pays-Bas ou à l'Allemagne. Et donc, on a besoin de mettre des systèmes de batteries dans les réseaux. On vient d'installer une batterie de 200 MW en Belgique sur le site de Vilvoorde. On a des exemples de même type en Australie ou en Chine, et vous citiez l'offshore. On a gagné le premier appel d'offres d'offshore wind en Méditerranée sur des éoliennes flottantes, donc qui ont la caractéristique de pouvoir s'installer un petit peu plus loin du rivage pour avoir un impact moindre sur les paysages. Donc nous avançons très concrètement aujourd'hui, et quand je regarde devant moi, on a un pipe de projet qui est très significatif. On voudrait avoir 90 gigawatts de capacité renouvelable et batteries et stockage installés d'ici à 2030, et la plupart des projets sont déjà identifiés aujourd'hui. Et puis Obligation Verte, c'est un grand succès pour Engie. Depuis la création de cet outil, nous avons émis à peu près 25 milliards d'euros d'obligations vertes. On est le premier émetteur privé d'obligations vertes dans le monde, et on est très heureux de pouvoir utiliser cet instrument pour financer nos projets. De votre côté, Diego Pavia, vous aussi, vous avez de belles réussites à votre actif. On a cité tout à l'heure les noms de Verkor, de Gravity, donc c'est quand même des noms assez emblématiques avec de très forts investissements. Oui, donc nos chiffres, c'est depuis 2010, 34 milliards qu'on a mobilisés dans le clean tech industriel. D'ici 2030, c'est 160 milliards, et tous en Europe. Un exemple, c'est Gravity, où aussi Engie est co-investisseur depuis le début. Donc on a démarré il y a 2 ans. Donc pour vous les Français, Gravity, c'est à Fos-sur-Mer, c'est 2 millions de tonnes de fer. Bon, c'est une tour Eiffel par jour. Une tour Eiffel par jour qu'on va créer. Et c'est un fer qui est décarboné et avec un premium. Mais un premium, donc utilise de l'hydrogène décarboné pour réduire le minerai de fer. Et même si la molécule qui est décarbonée est à 5 € le kilo, et comme vous savez, le gris, c'est 1,2 € le kilo, quand même, il y a des clients qui achètent le fer décarboné. Et pourquoi il faut partir de la discussion sur le prix de la molécule, il faut voir quel est le premium sur le prix final, voire fertilisant, voire acier, voire voiture, dans ce cas du fer. Et les clients finaux, qui sont des voituriers, qui est Maersk, qui est Forvia, ils sont disposés à payer le premium de cette molécule d'hydrogène sur le produit final, qui est presque rien. Donc le débat, ce n'est pas la molécule, c'est le prix de premium sur le produit final. Et aussi, nous faisons en Hauts-de-France Fertigui, 10 millions de tonnes d'engrais. L'Europe en consomme 33. On fait du All-Solid Sarreguemines, 5 gigas. L'Europe en consomme 60 gigas par an de PV. On fait du Verkor depuis 3 ans de batterie. Donc la France, vous êtes un pays merveilleux pour les investisseurs industriels. Continuez comme ça. Il faut continuer alors. Laurence, vous aussi, vous avez de belles réussites à nous citer. Peut-être ce que vous avez fait avec Solar Impulse. Oui, tout à fait. Nous, on a toute une batterie de leviers pour financer la transition énergétique, dont l'investissement en equity dans les startups qui sont des accélérateurs. Et on a créé avec Solar Impulse un fonds de venture capital qui a closé au mois de janvier à un peu plus de 170 millions d'euros, avec comme objectif d'investir dans 15 startups européennes de la transition énergétique. Et je citerai déjà un investissement qui a été réalisé, notamment dans HelloWatt, donc HelloWatt qui propose un package de réduction de la consommation d'énergie aux particuliers, avec à la fois l'isolation, pompe à chaleur, panneaux solaires. Enfin bon, tout ça est très intelligent et fonctionne très bien. On a financé également déjà Metron, Sona Design. Et puis on a tous les autres leviers que citait Jean-Pierre Clamadieu, puisqu'en fait on est logiquement un peu le miroir. Donc on est numéro 1 mondial sur les green bonds pour la 2e année consécutive. On est un très très gros financeur d'énergie renouvelable. Donc on finance beaucoup de premières, de très gros projets. Le projet Dogger Bank au UK, le premier projet polonais offshore, Baltic Power, donc la décarbonation de la Pologne, c'est un vrai sujet. Mais aussi le plus gros parc solaire au Chili.
Et puis, on a levé plus de 4,5 milliards d'euros pour la construction de 3 usines de batteries en Europe, en France, en Italie et en Allemagne. Et cela pour ACC, donc qui est une JV, enfin une partenariat Stellantis, Mercedes et Saft, qui est une filiale de Total Energy. Et puis, un des instruments aussi dont on dispose, et que mentionnait Natacha, c'est le fait de créer des fonds pour attirer les investisseurs privés et institutionnels et pour les inciter à financer la transition. Et l'un des derniers fonds qu'on a lancé s'appelle Net Zero Transition Equity et a pour vocation de financer 1000 entreprises de la transition énergétique. Donc ça, c'était un peu le quart d'heure publicitaire. Merci beaucoup. Je vous en prie. Mais ce qui est important, c'est aussi le deal flow, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer demain. Et là, c'est encore plus enthousiasmant parce que sur le nucléaire, par exemple, après pratiquement 15 ans de période atone, on voit énormément de demandes, énormément de projets émerger, donc des États pour des EPR, mais aussi des entreprises, donc des entreprises dans les secteurs dits hard to abate, pour des SMR, pour des data centers. Et effectivement, le deal flow ne s'est pas du tout mis sur pause avec ce qui se passe aux États-Unis. Il suffit d'aller en Asie. Tout le monde ne parle que de transition, donc on a énormément de projets renouvelables, avec également gestion de l'intermittence, donc stockage d'énergie, efficacité énergétique, CCS, hydrogène vert. Enfin, c'est très très actif et très prometteur. Natacha Valla, au vu de tout ce qui est dit, finalement, on a quand même des raisons d'espérer. On peut se dire que l'Europe, la France ont vraiment des atouts pour justement aller plus loin dans cette transition durable. Alors j'étais déjà pas forcément négative en arrivant, mais après la dynamique de la table ronde, je serais quand même très, très, très positive sur les années à venir pour l'Europe. On a été très, très dynamique. Je pense que ça vient un peu de notre mobilisation en termes de valeurs et en termes de matières grises. Sur tout le développement des métriques, on a été en avance sur plein de choses. Il y avait les FRAG. Alors, on peut aimer ou on n'aime pas, mais ça a fait avancer les choses. Et puis il y a une suite, c'est pas la fin. Il y a d'autres. On a créé en France le statut d'entreprise à mission. Moi, je constate, comme présidente du comité de mission de la Banque Postale, à quel point, au départ, je suis arrivée en me disant, il y a une mission d'intérêt public, enfin de mission bancaire publique, donc c'est une mission appliquée par l'État. C'est ça qui va driver le truc. Mais en fait, non. Il y a une vraie mobilisation de l'entreprise, des parties prenantes à l'intérieur de l'entreprise, et donc une capacité à développer des indicateurs qui fassent sens pour le conseil de surveillance, pour le conseiller financier qui est dans le bureau de poste, et pour, in fine, les clients qui, eux, vont être décisionnaires aussi. Donc, c'est une mise en adéquation des grandes règles bruxelloises. Alors, on a un refus d'obstacle général sur la CSRD, mais le comportement du consommateur et des vecteurs de transmission que sont les intermédiaires financiers compte aussi là-dessus. Donc ça, c'est un premier point. Le développement de la métrique, développement des instances de gouvernance, de l'intelligence des gouvernances des entreprises. Je pense qu'on a aussi une façon, alors ça c'est peut-être à plus développer, mais une capacité à articuler le public et le privé qui peut s'améliorer, qui peut se fluidifier. On a des banques multilatérales de développement. On parlait de la Caisse des dépôts, qui, moi, je la mets dedans, même si ce n'en est pas une. Mais voilà, il y a des missions qui font que la raison d'être n'est pas forcément le profit, mais la croissance, le bien-être ou des choses comme ça. Je pense qu'on peut encore mieux articuler les tours de table et la mobilisation autour des projets. Et la troisième chose que je constatais, mais qui se confirme dans ce qu'on se dit aujourd'hui, c'est que il y a 10 ans de ça, on n'arrivait pas à trouver des projets. On avait de l'argent public, j'étais à la BU à l'époque, on avait le plan Juncker, on ne savait pas où l'investir. Il y avait des services d'ingénieurs qui avaient plein d'idées, mais il n'y avait pas de project generation. Et le sentiment que j'ai, c'est qu'aujourd'hui, ces projets sont là, ils se développent avec force dynamisme, et donc à nous de faire en sorte de mettre en adéquation le financement, l'intention et la capacité technique et technologique. Effectivement, et tout ça doit se faire aussi, alors évidemment, avec les talents finalement qui sont à disposition des entreprises, des ressources humaines. Il ne faut pas oublier, Jean-Pierre Clamadieu, justement, que pour accompagner toutes ces transformations, il ne faut pas oublier le capital humain. C'est très important.
Non, il est essentiel. Avant de répondre, moi, je voudrais juste réagir à la dynamique de notre table ronde. Je pense qu'on est effectivement très positif et c'est bien. On montre qu'aujourd'hui, la transition, c'est une réalité, c'est des investissements et on parle plutôt de milliards que de dizaines de millions. Donc et on parle, je le disais, de la moitié de l'électricité produite en Europe qui est aujourd'hui renouvelable. On est tout aussi conscient des enjeux. Hein. On n'est pas là en train de dire ça y est, la bataille est gagnée. On est en train de dire la dynamique est bonne. Il faut qu'on arrive à accélérer. Et pour revenir à votre point sur les talents, ils sont clés. Alors, de plein de manières différentes. Hein. Quand un groupe comme Engie termine sa sortie du charbon, on a quelques situations dans le monde dans lesquelles on est en train de fermer les centrales à charbon et il faut qu'on soit capable de reconvertir nos salariés. On y arrive plutôt bien. L'une des dernières centrales qu'on a fermées, c'est au Chili. On a réussi à le faire dans le cadre d'un accord avec nos partenaires syndicaux pour permettre la reconversion de ces travailleurs. Ce qu'on a plus de difficultés à faire, c'est toute la supply chain qui est autour de nous, parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'entreprises qui nous servent et qui vont perdre cette activité. Donc, il faut qu'on continue là aussi à apporter des solutions. Et puis, d'une manière beaucoup plus positive, quand on est en Europe, la guerre des talents, c'est une réalité. On a un énorme besoin d'ingénieurs, de techniciens pour développer ces projets, pour aller faire de l'efficacité énergétique chez nos clients, et on a du mal à les trouver. Alors, on peut les trouver d'abord chez nous, parce qu'on a aussi des dynamiques de reconversion, mais plus simples dans l'environnement européen. On a besoin de travailler avec les écoles, on a créé notre centre de formation d'apprentis pour dégager des techniciens, pour former des techniciens qui soient capables de répondre à nos besoins. Mais ce qui est fantastique, c'est que la signature qu'on a développée chez Engie autour de la transition énergétique, ça attire des talents. Donc aujourd'hui, quand je vois le nombre de CV spontanés, de candidatures spontanées qu'on reçoit, quand j'ai l'occasion d'aller parler dans des écoles avec des jeunes, je vois que c'est une réalité qu'ils perçoivent. On parle quelquefois dans certaines grandes écoles d'ingénieurs de ceux qui refusent d'entrer dans l'industrie parce qu'ils considèrent que c'est pas bien pour la planète. J'essaie de leur montrer qu'il y a des aventures industrielles très concrètes aujourd'hui autour de projets qui permettent de contribuer à la transition énergétique et climatique. Donc oui, les talents, c'est clé et il faut qu'on arrive à la fois à réaliser les reconversions qui sont nécessaires, mais aussi à former suffisamment de talents et des talents suffisamment divers pour faire écho à un débat qui avait pris un peu d'acuité ce week-end. Il faut qu'on arrive à former des talents suffisamment divers pour que nous soyons capables de mener à bien les projets qui sont devant nous. Et effectivement, rendre le secteur industriel attractif, ça c'est important aussi. Alors, je suis de ceux qui pensent qu'il a toujours été attractif, mais il faut encore effectivement. Plus attractif. Non, il faut effectivement. Notre ministre a porté ce message et continue à le porter avec beaucoup de force. Mais il faut effectivement qu'on montre qu'il y a des aventures industrielles incroyables aujourd'hui dans le domaine de l'énergie. Mais on a cité au fil de notre table ronde plein de domaines connexes dans lesquels on peut contribuer à des projets qui sont bons pour la planète et qui permettent d'investir et de créer des emplois dans notre pays et dans notre région qu'est l'Europe. Laurence Pessez, pour vous, talent et RH, c'est également très important ? Oui, absolument. Et c'est non seulement un enjeu d'attractivité, comme le disait Jean-Pierre Camédieux, mais c'est un enjeu de mise en œuvre opérationnelle de notre stratégie. C'est-à-dire que si on veut être la banque leader de la transition énergétique, il faut non seulement avoir des experts, et bon, ça on les a. On a des banquiers très très pointus dans le cadre de notre Low Carbon Transition Group qui finance tous les projets de transition de nos grands clients internationaux. On a l'équivalent pour les mid-cap, mais on a aussi un enjeu de cohérence. On a 200 000 collaborateurs partout dans le monde et il faut absolument que tout le monde parle transition énergétique au minimum couramment. Et là maintenant, on parle aussi biodiversité, économie circulaire, etc. Il faut aussi que nos banquiers en agence soient capables de proposer les produits qui permettent aux investisseurs de financer la transition énergétique, de faire des travaux de rénovation énergétique dans leur maison. Donc on a créé en fait en même temps que notre plan stratégique qui s'appelle Growth Technology Sustainability, donc ça montre toute l'importance qu'on accorde au sujet, une Sustainability Academy virtuelle qui est un one-stop shop où tous les collaborateurs trouvent
toute la culture générale sur ces sujets, également la stratégie de l'entreprise avec des niveaux, bien entendu, en fonction de leur rôle, selon qu'ils sont credit officer ou selon qu'ils sont membres du COMEX. Et on a déjà formé 130 000 collaborateurs grâce à cet outil. Donc oui, pour nous, c'est vraiment un enjeu clé dans ce qu'on veut réaliser. Pour vous également, Diego Pavia, parce qu'il y a quand même aussi un risque peut-être que certaines équipes quittent la France, choisissent peut-être d'aller dans d'autres pays pour s'implanter, peut-être la Pologne, peut-être l'Italie actuellement. Et en tant qu'investisseur industriel, on choisit toujours la meilleure place pour nos objets industriels. Et ce n'est pas la subvention. La subvention, c'est la drogue et ça fait un corps faible. Donc on regarde raccordement, on regarde logistique, on regarde permitting et quelle est la vitesse pour obtenir ces choses. L'exemple de Gravity, là, c'est une tranche 900 dont on a besoin pour alimenter la bête. Et il faut le raccordement de RTE qui longe la Camargue d'ici 2028. 2028, pour un RTE, c'est hier. Donc, il ne faut pas regarder seulement à la subvention, il faut regarder aux autres dimensions dont nous, industriels, on a besoin. Et sur le financement, en Europe, on a un gap qui est le growth equity. La dette, les institutions financières sont très très bonnes. En amont de growth equity, nous sommes plutôt bons. Mais dans le growth equity, c'est-à-dire les tours de 500-600 millions d'euros de equity, là, on est vachement faible. Il y a toujours l'argent anglo-saxonne, américaine ou australienne ou Singapour, machin, qui arrive et qui nous rachète nos gros champions industriels. Il faut créer une offre dans le growth equity. Les BPI du monde, ils essaient de combler un tout petit peu le gap, mais la dimension du gap est énorme. Et ça, on n'a pas. Alors, je vous avais dit que vous pourriez poser vos questions. Je ne sais pas s'il y a eu des questions qui sont remontées via le QR code. Alors, voilà. Donc les questions, elles sont... où est-ce qu'elles sont les questions ? Je ne suis pas sûre qu'il y ait déjà des questions qui soient remontées. Peut-être que ça va se mettre en route au fur et à mesure de la journée. En tout cas, n'hésitez pas. Vous pouvez donc flasher le QR code pour poser vos questions ensuite à tous nos intervenants. Donc, n'hésitez pas, bien sûr, à le faire. Comme je vous l'ai dit, on souhaite que cette journée soit largement interactive. Pour poursuivre justement sur... donc, je ne sais pas s'il y a des questions, peut-être. Alors... Ah, pardon. Alors, voilà. Oui, bah, écoutez, alors, allez-y. Bonjour, Grégory Labrousse. Moi, je travaille dans le domaine du financement de la transition depuis de nombreuses années. Je fais un focus sur la petite transition, c'est-à-dire finalement les 35 millions de bâtiments en France et les 100 millions en Europe. Et donc, bien évidemment, vous parliez au début, Yves Perrier a bien précisé qu'effectivement, la transition, c'était décarboner. Et donc, décarboner les 35 millions de maisons, les 100 millions en Europe. Finalement, et donc, les banques ont effectivement les moyens d'accompagner les particuliers, mais ce n'est pas leur obligation, parce que finalement, il y a effectivement un risque sur le crédit, il y a un risque sur le reste à charge. Et qui est en fait la plus grosse partie de la transition, c'est celle de toutes. Et donc, quelle est exactement, vous parliez d'une méthode pour les credit officers chez BNP, mais je pense que toutes les banques devraient faire la même chose, parce que je crois que les autres banques ne le font pas d'ailleurs, ça, d'avoir une vraie politique pour accompagner tous les conseillers bancaires sur comment, enfin, pas que les conseillers bancaires, mais comment on peut faire pour que les acteurs financiers, les investisseurs, les asset managers et les banques arrivent à finalement avoir un vrai plan sur 10 ou 30 ans pour financer les 35 millions de maisons, enfin juste les petites unités, pas les gros projets. Les gros projets, je pense que tout le monde sait que c'est rentable, voilà. Alors déjà, on a, nous, un enjeu qui est de décarboner notre portefeuille de financement du résidentiel particulier. Donc, la façon dont on s'y prend, c'est qu'en fait, on encourage toutes les personnes qui viennent demander un crédit immobilier, si elles arrivent avec un DPE qui n'est pas excellent, à intégrer les travaux d'amélioration d'efficacité énergétique dès le départ dans leur budget. Et on les accompagne dans la recherche des aides, on les accompagne dans la mise en relation avec les artisans et bien entendu,
comme on a un intérêt à avoir dans notre portefeuille les meilleurs DPE, on est incitatif pour ce genre de choses. Après, le problème de ce secteur, c'est qu'à la fin de la journée, on peut faire tout ce qu'on veut pour inciter les clients. C'est eux qui décident. Et s'ils ont envie de se faire une magnifique cuisine et non pas de rénover leur comble, on est un petit peu au bout de ce qu'on peut proposer. Donc il est clair que tous nos conseillers et tous nos dispositifs de risque ont cet objectif en tête, mais la matérialisation reste à la main des consommateurs. Alors, des questions sont arrivées justement sur le QR code, grâce au QR code. Je vais peut-être demander donc à Cécile Goubet, justement, qui est directrice générale de l'IFD, de bien vouloir nous relayer ces questions. Merci beaucoup, Cécile. Allô, allô. Oui, bonjour à tous. Désolée pour ce petit problème technique. Donc, nous avons 3 questions pour nos intervenants. La première qui concerne la distribution, comment distribuer les risques technologiques à l'initiation des projets entre les fonds publics et les fonds privés, avec la question de la mobilisation de l'épargne également. Une deuxième question qui nous demande finalement, n'est-il pas urgent de relancer le financement par les marchés de capitaux, c'est-à-dire pas seulement l'obligataire. Et la troisième question qui est comment justifier des rentabilités plus faibles pour les investissements dans les énergies renouvelables versus le pétrole, et comment on mesure le coût de l'inaction versus de l'action. Alors, je ne sais pas qui veut commencer à répondre. Je peux répondre sur quelques aspects, mais Merci beaucoup, Cécile. je pense qu'effectivement, la gestion du risque est un élément très important. Je vais le développer de 2 points. On considère que ce qu'on appelle les PPA, les Power Purchase Agreements, qui sont ces contrats de long terme qu'on passe avec des consommateurs d'énergie qui souhaitent avoir accès à de l'énergie, alors pour l'essentiel, pour ce qui nous concerne, verte, on pense que c'est vraiment un levier très important de développement. Ceci dit, c'est des contrats de 15 ou 20 ans, et là, l'aspect gestion du risque est clé, la gestion du risque crédit en particulier. Et donc, quand la Commission européenne propose de mettre en place un mécanisme pour apporter des garanties qui permettraient de rendre plus liquide ce marché des contrats à long terme, on pense que c'est une très bonne idée. Et puis deuxième commentaire que j'ai évoqué tout à l'heure, mais j'y réinsiste à nouveau, c'est que c'est vrai que les projets de production d'électricité renouvelable sont des projets à relativement faible rentabilité, même si on a des objectifs corporate et on s'y tient. Bien sûr, on ne finance pas de projet, on ne réalise pas de projet qui soit en deçà, mais pour ça, il faut de la visibilité, il faut de la continuité dans les politiques publiques, il faut que les risques technologiques aient été bien identifiés, soient bien maîtrisés. Ça n'a pas toujours été le cas d'ailleurs dans certaines technologies de renouvelables, mais on progresse. Et donc là, effectivement, la distribution du risque entre public et privé est particulièrement importante pour qu'on soit capable, les uns et les autres dans la chaîne, de ceux qui nous financent à ceux qui exécutent, de pouvoir dégager les rentabilités qui sont attendues. Oui, Natacha, oui. Peut-être pour rebondir sur ce qui vient d'être dit sur le partage de risques, effectivement, c'est vrai que vu nos capacités de marge de manœuvre sur les finances publiques, ça paraît difficile d'argumenter pour un État engagé en equity avec une proportion trop forte, puisqu'on n'a pas les moyens de le faire. Cela dit, on a quand même des agences qui peuvent avoir des investissements un peu stratégiques et qui permettent des tours de table, qui permettent d'être engageants sur le tour de table. C'est très clair pour la BPI. Le FEI, c'est pareil, c'est un cristallisateur, un catalyste, comme on dit dans le jargon, puissant pour mobiliser des fonds privés. Après, il y a toute la problématique de l'épargne fléchée, de l'épargne réglementée. On ne peut pas mentionner le livret A parce qu'on ne peut pas tout faire avec le livret A, mais il y a quand même des encours qui sont aujourd'hui fléchés sur certains usages et qui vont peut-être l'être d'ailleurs sur l'armement demain, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, la question du financement de la transition, elle se pose en plein sur ces poches d'épargne-là. Et puis effectivement, il y a toute la panoplie des garanties, des first loss peace qui permettent au secteur privé d'aller s'engager sur un passif contingent de l'État dont on espère qu'il se réalisera pas trop vite ou pas trop fort, pour permettre justement de passer ce cap des investissements. Alors, je n'ai pas la réponse pour l'equity de croissance parce qu'effectivement... Voilà, je vous laisse la parole. J'en ai
solution. Donc depuis septembre, avec Pascal Canfin, nous sommes en train de pousser à Bruxelles, avec le Parlement, les États membres et la Commission, ce qu'on appelle le Bazooka Fund. Maintenant, c'est rebaptisé Clean Industrial Fund. Donc c'est un truc, c'est un truc qui ne demande pas d'argent public, ne demande que de la garantie de la Commission, que comme vous savez tous, c'est AAA. Donc ça nous va permettre d'émettre des bons privés avec un yield pour que l'épargne de nous tous soit mobilisée pour la transition énergétique. C'est un truc qui va mobiliser 500 milliards d'euros. Et la beauté, c'est que ce produit financier va être junior dans le growth equity. Donc les autres co-investisseurs vont être toujours en devant, à la queue, pour prendre leur rentabilité financière. Et ça, je crois que d'ici 1 mois, 2 mois, on peut sortir du bois. Deuxième message sur le risque. Aujourd'hui en Europe, on a oublié un tout petit peu de faire ce qu'on appelle l'industrialisation, le ramp-up, le scale-up. Nous sommes très bons en technologie, mais dès qu'on fait ça à échelle et en volume, on a perdu un peu le muscle. Et là, ce qu'on demande, c'est que le public, non pas le privé, puisse prendre un peu du risque de l'industrialisation. Parce que là, une autre investissement, c'est Norvolt. On a brûlé 7 milliards d'euros, bankruptcy. C'est pourquoi, parce que dans le ramp-up, on avait totalement sous-estimé de partir à échelle volume de 30 gigas avec une qualité pertinente. Donc l'aide à l'industrialisation, c'est quelque chose dont l'Europe a besoin pendant les prochaines 4-5 années. Laurence, oui, il y avait une question pour vous. Oui, dans les pistes d'amélioration, enfin, ce qui pourrait nous aider à financer encore davantage, il y a bien entendu ce qu'on appelle la blended finance, hein, c'est-à-dire le fait d'avoir des collaborations avec les banques de développement. Et quand on pense à la décarbonation de l'Asie du Sud-Est ou de l'Afrique, nous sommes très peu présents en Afrique, mais l'Asie, il y a besoin de nucléaire aussi pour la décarbonation de l'Asie. Et aujourd'hui, les banques de développement ne rentrent pas dans des projets nucléaires dans les pays émergents. Donc ça, c'est quand même quelque chose dont on parle et qui, j'espère, va s'améliorer à court terme. Et puis, le sujet des marchés de capitaux en Europe, je dirais que c'est un serpent de mer dont on parle depuis très très longtemps. Et on peut espérer que la situation actuelle nous donne la force et la capacité de enfin le réaliser. Eh bien, merci beaucoup, merci à tous. Ce sera donc la fin de cette table ronde, le mot de conclusion. Merci de les applaudir.